Il y a quelques années, à la télévision, il y avait une émission qui s'appelait, je crois, Le Petit Rapporteur, et Colaro faisait un sketch dans son émission qui présentait une secte. Alors il y avait la secte des, la secte des. Alors vous présentez ce soir. Moi, grand maître, quelle est cette secte étrange? Quelle est cette secte étrange, voilà. Et vous présentez la secte des adorateurs du marché. Oui, parce que c'est un thème qui fait florès. Alors aussi bien dans certains milieux du pseudo-conservatisme que dans la démocratie sociale tendance communiste. Et ce qui m'amuse en tant que mauvais esprit, c'est évidemment de repérer les thèmes communs chez des gens qui passent leur temps à s'étriper en public. D'ailleurs, c'est pas une nouveauté. Les socialistes, les socialistes nationaux et les communistes, lorsqu'il y avait encore des socialistes nationaux, se battaient finalement au nom d'un socialisme commun, qui était d'ailleurs le fondement réel de leur mimétique criminalité. Et j'ai eu envie de parler de cette secte des adorateurs du marché lorsque j'ai lu dans Marianne, parmi l'hebdomadaire des zombies du régime, une description d'Alain Madelin, le démocrate social tendance libérale bien connu, comme le chef de la secte des adorateurs du marché, alors que je venais de traduire un article rendant compte du livre de Patrick Buchanan, l'ancien rédacteur des discours du président Reagan. Et dans ce livre qui s'appelle La Grande Trahison, il dénonçait aussi l'adoration du marché comme une forme d'idolâtrie. Alors, je me suis dit, tiens, voilà, il y a des gens qui ne sont pas du même bord, qui disent la même chose. Donc, on va s'amuser à voir quelles sont leurs erreurs. Alors, la première erreur qui leur est commune, ça consiste à manipuler des termes que personne ne comprend. Le marché, c'est bien pratique parce que c'est un terme abstrait. C'est pas forcément une erreur, d'ailleurs. Déjà, quand on commence à parler aux gens un langage qu'ils comprennent pas, on emporte plus facilement leur adhésion par fatigue. On voit bien vu les méthodes des trotskistes de Ralphon, c'est exactement ça. C'est aussi le coup de alors, ce que je crains, moi, c'est que les gens qui manipulent la notion de marché ne comprennent pas non plus. Mais la première démarche, c'est d'essayer de faire passer des gens qui pensent que personne n'a le droit de voler personne pour des fous. Alors comment est-ce qu'on fait quelles sont les raisons qu'on peut avoir de faire passer quelqu'un pour fou? La première, c'est qu'il voit des éléphants roses. Alors qu'en réalité, c'est des rats noirs qui sont en train de passer. Ça m'est arrivé de voir des éléphants roses, je suis pas fou pour autant. Oui, mais il y en avait. La deuxième raison que vous pouvez avoir de traiter de quelqu'un de fou, c'est que vous comprenez pas ce qu'il dit. Et la troisième, c'est qu'il dit des choses que vous pouvez pas réfuter. Donc l'étatisme, lui, il est bien embêté parce qu'il passe son temps à voler les autres, et ce ne sont pas de purs esprits qui volent les autres en général, malgré... On en déplaise aux mannes de Mitterrand, quand on vole, c'est toujours au profit de quelqu'un, et... l'étatisme vole au profit d'intérêts véritablement sordides. Et quant au démocrate social, lui, il croit, il est sincère, il y vole au nom de croyances absurdes, de mots qui ne veulent rien dire, et c'est précisément leur qualité principale. L'égalité, la représentation démocratique ou les droits A. Si vous examinez un peu la notion de droit au logement, par exemple, c'est-à-dire que certaines personnes ont le droit de se loger à leurs frais, et qu'en plus elles sont obligées de loger les autres à leurs frais. Voilà ce que c'est que les droits. Alors ces croyances absurdes, vous ne pouvez pas les réfuter sans exposer l'incapacité du démocrate social tout simplement à penser, à faire face à la réalité, à saisir le réel. Et l'étatisme dans une argumentation rationnelle, à condition qu'elle le soit, est complètement dépouillé. C'est des habits neufs de l'empereur de Chine. Et la seule solution, c'est de disqualifier l'adversaire. Donc, on invente des termes tels que l'extrémisme ou le simplisme. Quand votre argumentation est simpliste, c'est que votre adversaire n'a rien d'autre à vous dire. En l'occurrence, c'est l'extrémisme. L'extrémiste, c'est celui qui, évidemment, a percé à jour les excuses de l'étatisme et qui prétend qu'on juge ses actes à l'aune des principes objectifs qui sont universels et valides pour tout le monde. Alors, bien entendu, l'extrémisme, ça veut rien dire. Et il faut utiliser, pour dénoncer cet extrémisme-là, un terme que les gens ne comprennent pas.
Alors si on définit le principe libéral par son critère de l'acte juste, à savoir que personne ne vole personne, c'est très embêtant. Parce que tout le monde va dire, mais non seulement c'est une norme que je considère pas comme extravagante, mais c'est une norme que moi je respecte tous les jours. Et d'ailleurs, si je la respectais pas, je me retrouverais à l'hôpital ou en prison, et éventuellement à la morgue. Et tout le monde est obligé de respecter cette règle-là. Donc on va l'appeler d'un autre nom. On va dire l'économie de marché. Et l'économie de marché, elle a ce caractère, cette caractéristique d'être justement une expression parfaitement abstraite. Et ça tient à la nature même du marché. Parce que le marché désigne l'ensemble des relations volontaires et potentielles entre les personnes. Il n'y a rien de plus abstrait que des relations potentielles. Lorsque le marché est conclu, eh bien, il n'y a plus de marché. Il y a un marché du mariage, par exemple. Si vous êtes marié avec votre femme, vous n'êtes plus sur le marché du mariage. Évidemment. Si vous êtes embauché par un employeur, vous n'êtes plus sur le marché du travail. Quand on dit qu'on est sur le marché du travail, c'est un euphémisme pour dire qu'on est au chômage. Donc, il n'y a rien de plus abstrait. Donc, on va falsifier. Et on va faire oublier que ce qui revient à la norme politique dans le marché, c'est pas le marché, c'est le marché libre. À savoir que les relations soient volontaires. Et l'autre terme de l'alternative, c'est la relation forcée. C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger volontairement, moi je m'impose à autrui, et comme lui il ne veut pas de cette relation-là, je m'enrichis, je me satisfais à ses dépens. Et il n'y a pas d'autre terme à cette alternative. Ou bien les relations sont volontaires, ou bien elles sont forcées. Et le lien du marché libre avec la norme politique libérale, c'est que le libéral voudrait que toutes les relations soient volontaires, c'est-à-dire pas forcées. Alors, ça, ce sont les erreurs communes à tous les étatistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Là, le refus de l'argumentation rationnelle et l'emploi d'un terme qu'eux-mêmes éventuellement ne comprennent pas. Mais il y a des confusions qui sont spécifiques. Le démocrate social, par exemple, il est de gauche. Qu'est-ce qu'il va opposer au marché? Il va lui opposer l'organisation. Comme s'il n'y avait pas une relation d'interdépendance absolue et dialectique entre le marché et l'organisation. Parce que, qu'est-ce qui constitue une organisation? Ce sont des contrats. Une organisation est faite de relations volontaires et durables. Donc, l'organisation est née du marché. Et on peut même dire, ça a été un thème des économistes dans les années 80, qu'au sein même d'une organisation, il y a toujours des relations à renégocier. Parce que l'incertitude existe, parce qu'il y a toutes sortes de projets nouveaux qui arrivent, et il faut répartir les tâches et tout ça. Tout marché, finalement, est obligatoirement régulé. Il ne peut pas y avoir de ça veut dire que toute organisation comporte en son sein un marché, et que l'organisation naît du marché. Du marché, c'est ça. Mais que la norme politique ne consiste... Il n'y a pas de choix politique à faire entre le marché et l'organisation. Oui, alors, ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, plutôt que de parler d'acte juste, on préfère on invente le terme marché parce qu'il est souillé. On s'en saisit parce qu'il est indéfini. Et alors, ceux qui seraient donc partisans d'une économie, d'un rapport social fondé sur l'acte juste, autrement dit sur les fonctionnements naturels, sur la loi naturelle du marché, alors de la même manière, on les discrédite en leur accrochant le mot on essaie de faire croire que le marché se résume à des relations éphémères, à quelque chose qui ne peut pas être constitutif d'une société. L'homme de gauche s'imagine que la société ne peut être organisée que par l'État. Et d'ailleurs, vous trouvez ça chez un philosophe qui est à la mode chez les démocrates sociaux en ce moment, qui s'appelle Rawls. Même Madelin, ce qui est bien la preuve qu'il est démocrate social, cite Rawls, John Rawls. Et John Rawls dit il faut faire un contrat social. C'est une idée évidemment rousseauiste. Il faut faire un contrat social parce que l'État doit organiser la société. Mais si la société est constituée des relations volontaires entre les personnes, on n'a pas besoin d'un contrat social superposé aux contrats sociaux existants. La société est déjà parfaitement organisée quand les relations sont volontaires. Et d'ailleurs, la deuxième chose que méconnaît le démocrate social, c'est que la responsabilité qui résulte du fait que les rapports interpersonnels sont volontaires, est nécessaire et suffisante pour que la société soit régulée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du Deus ex machina qui apparaît
pour régler les problèmes. Les gens réussissent à résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes lorsqu'ils sont libres de le faire et lorsqu'ils subissent personnellement les conséquences de leurs actes. Mais le seul fait d'adhérer à cette position que vous avez, ça fait de vous un membre de la secte, alors? Bah, bien sûr, je suis un membre de la secte. D'ailleurs, je suis fou, puisque je dis des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et je dis aussi des choses qu'ils ne peuvent pas réfuter. Donc, alors, chez le démocrate social, il y a du matérialisme scientiste derrière. C'est-à-dire que le démocrate social s'imagine que les hommes de l'État peuvent mieux organiser la société, parce que, pour ainsi dire, ils volent le concept de marché et de prix. Il s'imagine que l'économie peut être organisée par les hommes de l'État à partir de statistiques. Mais les statistiques ne veulent plus rien dire lorsque les relations ne sont pas volontaires. Lorsque la relation est forcée, l'information est détruite et les prix ne veulent plus rien dire. On voit ça en Union soviétique, quand les prix étaient administrés, ils n'indiquaient pas la véritable rareté. Et bien entendu, du fait de son matérialisme, le démocrate social est moralement aveugle. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la différence entre l'argent qu'on a gagné honnêtement et l'argent volé qu'on reçoit des hommes de l'État. Pour lui, que les hommes de l'État volent votre argent et vous le redistribuent sous condition, ça ne change rien. Alors que dans la réalité de la philosophie morale, ils vous ont tout simplement confisqué votre pouvoir de décision. L'exemple le plus frappant, c'est l'enseignement. Les hommes de l'État interdisent aux parents de choisir l'école de leurs enfants en leur volant l'argent et en leur rendant à condition qu'ils passent par les écoles du préservatif laïque et obligatoire. C'est les sociodémocrates. Mais alors, très brièvement, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne à Amiche maintenant, le Buchanan, la droite, quelle est sa position? Alors, quelle est son argumentation à l'égard pour justifier l'emploi de cette terminologie? Buchanan, il fait des confusions. Il attaque le marché comme si la norme du marché libre impliquait qu'il n'y a que l'argent dans la vie. C'est-à-dire qu'il confond à la fois la morale, le droit et la science économique. Il dit il n'y a pas que l'économie dans la vie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en réalité, ses concitoyens, les Américains, ne pensent trop à l'argent. D'ailleurs, il a raison de penser que les Américains pensent trop à l'argent. Il suffit de regarder les feuilletons à la télévision, qui ne manquent pas, pour savoir que l'argent joue un trop grand rôle dans la société américaine. Enfin, dans les préoccupations des citoyens états-uniens. Mais ça n'a rien à voir avec la norme de la liberté personnelle. Parce que la norme de la liberté personnelle, Buchanan, qui est un catholique, il l'a enseignée à ses enfants. Tu ne voleras pas, tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui, tu n'assassineras pas. Tout ça, c'est le décalogue. Et c'est vrai. Donc, il confond d'une préoccupation exclusive de l'argent avec la norme politique de la liberté naturelle. Et en outre, il attaque l'économie politique, qui est une science de la causalité sociale, qui consiste tout simplement à dire, si les hommes de l'État font ceci, il en résultera cela. Et comme il confond, et j'ai choisi cet exemple de Buchanan parce que cette confusion entre d'un côté la morale personnelle, de l'autre la norme politique, et du troisième, la science de la causalité sociale, cette confusion, elle est très courante dans les milieux de droite, dans les milieux nationaux et conservateurs. Et moi, ce que je voudrais, évidemment, c'est qu'on apprenne à faire la distinction entre les trois. Je vous propose de revenir la semaine prochaine pour commencer les leçons. Ouais. Merci François Guillaumin. Je donne quand même la parole à un contradicteur qui dit « Je suis exaspéré par la propagande exacerbée pour la plutocratie ». Justement, je vais éventuellement vous apprendre à distinguer entre la plutocratie et la liberté personnelle. Si l'État est un voleur, il existe de plus grands voleurs encore qui sont les spéculateurs internationaux. On répondra la semaine prochaine. On rend l'antenne à Daniel Amiche. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.